Le Vésuve en tant que tel se trouve au niveau de distance, disons, pour situer à quoi, une dizaine de Oui, kilomètres à oui, peu près? oui. Dizaines de kilomètres, 9 kilomètres, quelque chose. Ouais. Herculanum, de ce En côté-là? fait, c'est plus, c'est comme 6, je pense. Maintenant, avec la distance, je sais qu'il est plus proche de Vésuve. Et ça, c'est la raison pour laquelle Herculanum a été préservé de façon différente. Alors, il faut savoir qu'on a pensé, l'éruption, ok. Premièrement, les volcans n'étaient pas connus comme volcans à l'époque. Ah bon? Parce que la dernière éruption du volcan Vésuve a été en 8e siècle avant notre ère. On sait ça pour la stratigraphie archéologique. Donc, alors, à un moment de l'éruption, personne ne savait que le Vésuve, qui était considéré une montagne très fertile, très bonne, très superbe pour cultiver les raisins, toutes sortes de choses. En fait, c'était presque semi-divinisé, la Vésuve comme tel, était en fait un volcan. Hein? En fait, il faut dire aussi qu'à 62 de notre ère, il y avait eu un grand tremblement de terre qui avait concassé, cassé beaucoup de, l'avait mis en ruine presque toutes les villes. Hein? Herculanum, Pompéi, Stabiès, tous avaient eu des grands dommages. Mais personne ne savait que c'était quand même relié à l'activité volcanique du Vésuve, parce qu'ils n'étaient pas des volcanologues hein, à l'époque. Et en fait, on pense que 62 de notre ère, c'est vraiment l'épitome, c'est comme l'apex, le zénith de Pompéi, c'est à 62 de notre ère, parce qu'après, avec les dommages, la destruction du tremblement, beaucoup de gens, ils avaient déjà quand même migré de Pompéi. Quand on a retrouvé, on a fait tous les escaves, les fouilles à Pompéi, on a retrouvé aussi que grande part des maisons étaient en fait déjà abandonnées à l'époque. Ah. Et quand on parle de 20 000 habitants à Pompéi, il faut se souvenir 20 000 probablement avant 62, parce qu'à un moment donné, probablement déjà à l'époque de l'éruption en 79, un grand parti était déjà parti. Donc on passe de 10 000 à 15 000, ils font un average de 12 000 parfois. Ils ne sont pas tout à fait, c'est un guess estimate, comme on appelle ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a à peu près 1500 présences humaines qui ont été retracées dans la stratigraphie de Pompéi. Et donc, si on fait un calcul en 15 000, ben, c'est facile, là. C'est 10% seulement de la population qui en fait est restée là. Et la grande part des gens qui sont morts dans l'éruption, c'est des gens qui pensaient probablement d'être au refuge, d'être protégés par leur maison. Donc, grand part de gens ont été complètement emprisonnés dans leur maison parce que la première phase de l'éruption, en fait, c'était la pluie de lapilli, donc de pierres ponces. Hein. On parle de petites pierres ponces très légères, mais quand même. Et imaginez-vous, il y avait un stratus à peu près de 3 mètres. Ouais. Des pierres ponces à un moment donné, donc les gens qui étaient restés à l'intérieur des maisons ne pouvaient pas plus sortir. Donc, on a retrouvé beaucoup, par exemple, d'évidences des gens qui avaient essayé de casser les murs d'autre façon pour essayer de sortir. Et grande part des toits étaient collapsés pour le poids de la pile. Et quand ils ont fait l'analyse de beaucoup de crâniums, des têtes de certaines victimes, ils ont retrouvé qui, en fait, ils étaient morts pour des concussions, hein, parce qu'ils avaient cassé la tête pour probablement quelque chose qui était tombé de l'eau. Alors, grande part des gens, en fait, sont victimes sont morts d'une mort secondaire. Mais pourquoi, Laura Vigo, on pense encore autant, quand on parle Vésuve, on dit larve?
Mais parce que, évidemment, ça fait partie de l'imaginaire collectif qui a été conçu et comme formé par la littérature, la production cinématographique du début du XXe siècle, quand ils n'avaient pas vraiment la connaissance de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Donc l'idée, c'était que les Vésuves avaient érupté de façon effusive. Donc avec la lave, comme on connaît aujourd'hui la lave, c'est le blob qui sort lentement et qui, tu peux sortir, tu le vois de loin. La seule chose qui, s'y a été la lave, aurait été un désastre total pour Pompéi parce que rien n'aurait survécu. Parce que la lave brûle tout. Tandis que les lapis, ils ont pratiquement fait ça fait comme une couche protective tout autour des maisons, des murs et tout ça. Et donc, à un moment donné, quand la nuée ardente est arrivée et a couvert tout de cendres et des matériels pyroclastiques, en fait, ils étaient quand même protégés. Hein? Oui. Alors, c'est grâce à ça que Pompéi est comme ça. Pour Herculanum était une ville beaucoup plus proche au Vésuve. Et là, ils n'ont pas eu le temps d'inspirer. Là, la première nuée ardente est arrivée à minuit. Donc, les gens qui étaient encore, il y avait beaucoup de gens qui étaient, par exemple, ils étaient protégés dans la marine. On a retrouvé beaucoup de squelettes là-bas. Ils ont vu arriver la nuée, mais ils n'ont pas eu le temps de réagir quoi que ce soit parce que c'était tellement chaud, il était à peu près 400 degrés Celsius, donc ils ont été complètement torréfiés à l'instant. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de moulage. Il n'y a pas de moulage parce que les corps étaient complètement pétrifiés. Pétrifiés, oui, torréfiés. Oui. Et en fait, les scales, le crânium a exploité pour la grande part des cas. Alors, c'était vraiment quelque chose de très destructif et en même temps, pour certains matériaux organiques, c'était une bonne chose parce que, par exemple, tout le mobilier qui vient de la région vésuvienne vient de Herculanum parce que le bois a été préservé, était torréfié. Alors, on a beaucoup des artefacts organiques qui viennent d'Herculanum, tandis que de Pompéi, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a eu le temps pour de faire et disparaître. Deux choses. Vous parliez de 62 et de 79. Mm-hmm. Est-ce à dire que ils n'ont pas eu le temps de reconstruire? Ils étaient en train de reconstruire. Ils étaient en train de reconstruire soit aussi les temples principaux, les monuments, les grands forums, mais aussi les maisons. Et alors, on a retrouvé beaucoup de matériel de construction dans les maisons. Donc, ils étaient vraiment en train de refaire. En fait, quand on parle, par exemple, de la grande péplophore de Herculanum, la grande statue en bronze qui on a retrouvée en 1756, donc dans une des pillages, la phase des pillages avec des tunnelings. Hein. Les statues n'étaient pas retrouvées où ils étaient à l'origine. On aurait dû tout entourer la grande natatio, la grande piscine de la ville des Papyri. Et tandis qu'ils étaient retrouvés dans une autre péristyle latérale. Et la raison pour laquelle c'était qu'aussi à Herculanum, ils étaient en train de restaurer et de reconstruire. Alors, tous les objets aussi dans la Casa di Pansa, dans la Domus de Pansa, quand on a retrouvé les candélabres n'étaient pas dans les triclinium, mais étaient sous un escalier. Alors, tous les objets étaient déplacés à un moment donné. Donc, on aperçu aussi un peu déformé de ce qu'ils étaient les contextes des objets à l'époque, parce que tout était déplacé pour faire espace pour la reconstruction. Au niveau de la population, on disait Pompéi, 15 000, 20 000. Herculanum a 4 fois moins quand même d'habitants. Oui. Mais est-ce que versus Pompéi, où il y a, j'allais dire, que 10 % de la population qui n'a pas pu fuir, qu'est-ce qu'il y en est d'Herculanum? Ça, c'est un peu difficile à établir pour la raison pour laquelle, premièrement, parce qu'il y a seulement des squelettes, des squelettes qui ont survécu. Donc,
Il y a eu beaucoup de squelettes, je suis en centaines de personnes qui ont été retrouvées dans la marina, donc à côté de la mer, qui essayaient de fuir à ce moment, de se protéger dans les dépôts de bateaux. Mais beaucoup d'Herculanum est encore sous le terrain, parce qu'on ne peut pas l'excaver. Parce qu'en 1700, ils ont construit la ville d'Herculanum dessus. Alors, par-dessus, il y a aussi des gens qui vivent. Alors, ce n'est pas tout à fait facile de savoir vraiment la grande extension d'Herculanum et en même temps de savoir combien de gens ont péri. Oui. Le Vésuve est un volcan actif? Non? Oui. Oui. On peut pas on peut pas prévoir. Il dort depuis quoi? Le dernier 44, en 1944? Oui, 1944, c'était la dernière éruption. On a un documentaire justement qui date de cette époque, qui était fait par les American Air Forces. Et c'était en fait, il n'est pas tout à fait suggéré par les labels de documentaire, mais le documentaire a été fait et l'éruption était une éruption de type effusive, pas explosive, c'était mixte. Donc il y avait toutes sortes de... Mais il y avait aussi la lave qui tombe et détruit tout. Okay. Tandis que, évidemment, l'éruption de Vésuve en 1979 était tout à fait explosive. Explosive parce que c'est une stratovolcane. Hein? On parle d'un volcan qui est beaucoup... Ça dépend combien d'années il reste inactif, combien, toutes sortes d'agents climatiques, géologiques qui fait que certaines explosions viennent plutôt qu'une effusion. Et alors, à un moment donné, c'est pas tout à fait... Il faut savoir que les Vésuve a été très actif à partir de 1600. En 1642, il y avait eu un grand... 1632, il y avait eu une grande éruption de Vésuve qui était explosive et qui avait fait beaucoup de casualties, beaucoup de victimes. Et dans les années, il y avait eu beaucoup de d'éruptions, de petites éruptions. Donc, les monts savaient que c'était un volcan, et voyaient la lave qui sortait, et tout ça. Mais de 1944 jusqu'à maintenant, elle était seulement inactive, c'était dormant, il dort. Et évidemment, il y a beaucoup de sondes, en fait, que les volcanologues ont placées partout, autour de Vésuve, sur le Vésuve et aussi à Pompéi, pour voir s'il y a des changements de petits tremblements de terre, mais changement d'auteur, changement de température. Et on a aussi, ils sont connectés aux satellites, parce que les volcans, s'ils sont en train vraiment de commencer la rencourse, oui. Ils s'enflent. Ils s'enflent. Donc, le terrain s'élève. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir beaucoup mieux de l'eau, des satellites. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un monitorage extraordinaire. Hein? Le problème, ça serait quand ils vont décider que ça, c'est les moments, non, de faire la grande... Parce que quand on pense que Naples, qui est à peu près une dizaine de kilomètres, qui a à peu près aujourd'hui environ 5 millions de personnes, 500 000 sont quand même menacés. Ça serait catastrophique pour la région. Ça serait catastrophique, pas seulement pour la région, mais je pense pour les bassins méditerranéens, en incluant toutes les régions limitrophes et tous les pays limitrophes, parce qu'il serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, du point de vue humain, évidemment, je ne sais pas combien de gens pourraient vraiment se sauver, parce que le problème, c'est de sortir de la zone rouge. Comment on sort si on sait que si vous êtes allé dans la région de Pompéi et Naples, vous savez bien, c'est déjà difficile dans l'ordre de points de sortir. Imaginez-vous dans un moment de panique générale, parce que ça serait les paniques. Alors, moi, je ne veux pas être dans le côté de la protection civile. Et vraiment, je vous dirais que les gens que j'ai connus, les volcanologues qui travaillent là, ils disent personne ne se sauverait. Ces plans qu'ils ont faits, c'est pour donner l'allure. Mais ça, c'est pratiquement impossible. Mais Laura Vigo, on est entre nous. Allez, maintenant! Non, mais je vous pose une question, on est entre nous. On pourrait dire la même chose pour San Francisco qui est sur la faille, on pourrait dire bon. Mais qu'est-ce qui fait, à part le fait d'être
amoureux de sa région. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'il y a une possibilité d'une éruption qui risque encore une fois? Parce qu'il y en a eu une cinquantaine quand même d'éruptions. Mais regardez, ça c'est que je l'appelle la résilience humaine. Bon. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... ils ont fait des entretiens à des gens qui ont leur activité sur le Vésuve. Ils disent, domani, je ne sais pas, il vit aujourd'hui. Et alors, carpe diem, hein? Seize the day. Attrape les moments, parce que ça, c'est vraiment, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie de vie qui était quand même répandue à l'époque déjà, et que je pense est encore très présent en Italie surtout. Alors on vit aujourd'hui, on vit bien, c'est beau, la Costiera Amalfitana à côté, les bons vins, c'est vraiment toute la côte italienne en fait, c'est comme ça, mais c'est très fertile, très belle place, vous allez vivre pour le moment. Mais ils ne s'inquiètent pas du futur. Est-ce qu'on sait combien de temps et l'ampleur qu'a eu le Vésuve? Ça a duré quoi? Sur 2 jours? Combien d'heures? Oui, l'éruption de 79, presque 24 heures. 23, quelque chose. Oh là là. Donc, la première phase, c'était justement la grand nuage pyroclastique qui a été shooté à presque 30 km de hauteur et en formant ce sort de pin maritime que Pline le Jeune décrit très bien dans une de ses épistoles. Et à un moment donné, la nuage était tellement lourde de matériel pyroclastique qui commence à être vraiment à collapser sur le Vésuve et à former ce sort de nuée ardente, comme je disais. Alors, c'est jusqu'à l'après-midi, les tard après-midi et la nuit. Les tard après-midi, vers 6-7 heures, je pense, la pluie de la pile a commencé à céder. À cesser. Et il y a eu un moment de comme repos. Les gens probablement passaient à ce moment qu'ils s'était terminé la chose. Hein? Alors c'est comme oh c'est bien, ok, on peut recommencer. C'est ces moments-là qui à minuit, la première nuée ardente a touché Herculanum. Après, il y a eu 6-7 nuées ardentes qui ont allé comme des vagues, une après l'autre. Et seulement la troisième a réussi à surpasser les murs de Pompéi et à justement se produire à l'intérieur de Pompéi en faisant tous les victimes à cette époque. Mais ça, c'est déjà quand même à l'aube. Alors, à l'aube, quand les gens, probablement les derniers gens qui étaient encore là, ils disaient « Ok, je vais essayer de m'en aller », ils étaient en train justement de fuir. Mais après, il y a eu beaucoup de nuées ardentes, des matériaux pyroclastiques, des cendres qui ont fait des couches supérieures. Il y avait des mètres et mètres et on pouvait, à Pompéi, en fait, à la fin de l'éruption, je pense qu'on pouvait voir encore certaines... les toits du temple, par exemple. Okay. Et donc, les gens, à ce moment-là, savaient que Pompéi était en bas. Il y a eu beaucoup de pillages, il y a eu beaucoup d'essais de récupération à ce moment-là. L'empereur Titus, il était allé avec l'armée à essayer de voir, essayer de récupérer aussi les gens, non? Leur maison. C'est normal de retourner à voir, mais c'était quand même presque impossible. Et avec les années, l'idée de Pompéi a disparu. J'ai un peu lu pour préparer cette rencontre et il y a un point où les gens ne s'accordent pas. Est-ce que ça a eu lieu à l'été ou à l'automne? Ça, en fait, maintenant, presque tous les archéologues sont concordent en disant que probablement ça s'agissait d'une éruption en automne. À l'automne. Parce que nous, on est toujours dans les 24 août, parce que c'est ça que Pline le Jeune décrit à Tacitus, quand Tacitus, le grand historien romain, lui a demandé d'écrire, parce que lui, il était à Cap Misenum, donc il était de l'autre côté de la baie de Naples, et donc il a regardé ça comme dans un film, hein? Tandis que son oncle, Pline le Vieux, est péri dans l'éruption, parce qu'il était allé très près du volcan pour voir ce phénomène naturel, parce que lui, il était un naturaliste à l'origine, il aimait les phénomènes naturels.
en fait, Pline le Vieux, elle est allée aussi sauver la grande Rétine, parce que moi j'aime cette histoire, je la raconte toujours. C'est l'histoire d'une femme. Rétine était la veuve d'une amie de Pline le Vieux. Pline le Vieux, il était amiral, il était le général de la flottille romaine et connaissait très bien Rétine. Et à un moment donné, ils disent que Pline le Vieux, qui était encore à Cap Miseno, qui voulait aller voir de près les volcans, a reçu le message de Rétine, qui était à Bassano, donc c'était un peu à côté, on dirait, d'Herculano, d'aller la sauver. Je ne sais pas quelle sorte de message, comment qu'elle a reçu le message. Et donc, une des raisons pour laquelle Pline le Vieux a pris le grand bateau avec tous les soldats, il est allé, c'était en fait d'aller à Bassano et de sauver son ami. Mais à un moment donné, il y avait la mer était très agitée et c'était pratiquement impossible d'attraquer, de se déposer dans les quais à Bassano, près de Bassano. Et donc, il a replié sur Stabiès, où Pompoianus, le grand ami avec la grande villa, l'a reçu et l'a donné de manger, évidemment, manger et boire, parce qu'il faut toujours. Et après, pratiquement, Pline le Vieux est mort sur la plage à Stabiès parce que probablement il y avait des effusions de gaz nocifs, toutes sortes il y a eu un malheur et qui a complètement, il est tombé sur la plage et il est mort comme ça. Alors, mais Rétine, meanwhile, il s'est rendu compte, il doit être vraiment très, il a regardé de loin. Non, elle n'arrive pas. Oh non, le bateau a replié sur Stabia. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les choses et s'en allait. Et nous, on sait ça parce qu'on a retrouvé un auteuil votif dans les Apennines. Les archéologues ils ont retrouvé ça dans les Apennines, où il y a un esclave qui fait l'offrande au dieu pour avoir sauvé sa matrone Rétine de Pompéi. Et Rétine était un nom quand même pas commun, parce qu'évidemment, si on avait... Donc, les archéologues, ils aiment cette histoire parce qu'ils pensent que ça doit être la même Rétine qui a pris le coussin sur la tête et s'en allait avec les valises. Ah, Béni, il n'est pas venu sauver. Et alors, cette histoire, c'est seulement une petite évidence, en fait, une petite référence, une sorte de résilience humaine. Hein. Les gens, ils ont pu s'enfuir. Laura Vigo, si un jour vous devenez comédienne, je viens vous voir. Oui, je sais. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont d'accord avec moi? Bravo! Oui, notre carrière! Imaginez-vous, Pompéi et Naples, surtout, est très sollicité par différentes institutions partout dans le monde. Ils ont des expositions en Corée, Chine, Nord-Amérique, tout ça. Parce qu'évidemment, c'est un peu comme l'armée de terre cuite. Hein? C'est un grand patrimoine de l'humanité. Alors, tout le monde est intéressé d'avoir une exposition à Pompéi. Évidemment, le choix était un choix d'avoir une sélection les plus exhaustive qu'on pouvait. Et pour montrer justement toutes sortes de productions artistiques, mais pas seulement, d'ustensiles de toute la vie quotidienne, de la vie quotidienne, aussi des matériaux organiques qui étaient très difficiles. Donc, on a les pins, par exemple, qui viennent de Pompéi, mais aussi toutes sortes de peintures, les fresques, et surtout les mosaïques. Oui. On était très gâtés, en fait. Ils étaient vraiment, vraiment sympathiques. Hein. Premièrement, je pense que quand je suis allée là-bas, c'était vraiment drôle, parce que je venais du Canada. Alors, avec mon collègue, on parlait en anglais. Et je parlais en italien, je faisais l'interprète culturelle linguistique. Hein. À un moment donné, à la fin de la négociation, la directrice de Pompéi m'a dit « Mais vous parlez italien très bien !» J'ai dit « Oui, je l'ai appris quand j'étais petit. » Alors, je pense que ça, c'est déjà quand même quelque chose qui a aidé beaucoup parce que on était vraiment présente, dans le sens que la façon de faire, c'est quelque chose de très tacite en fait. Quand on est italien, on se parle, on discute d'une certaine façon qui n'est pas tout à fait, quand on est étranger, c'est différent.
Alors, je pense qu'eux, ils avaient quand même un œil de regard, d'une certaine façon, parce que c'était aussi plus facile pour eux d'expliquer les choses, chercher les mots, comme je fais maintenant pour le français. Est-ce qu'il y a eu, pour les artefacts que vous montrez, un travail de restauration spécial à faire pour faire venir les œuvres à Montréal? Oui, en fait, il y avait par exemple les très beaux cantaros en argent qu'on voit dans la section dédiée à Bacchus. C'est les grands murs nichés. Et c'est un travail extraordinaire. Hein, mais ils étaient vraiment en conditions déplorables à ce moment-là. Et Naples nous a demandé, mais si vous allez payer pour la restauration, pour la mise en sécurité justement de l'œuvre, ça va. Alors, on a fait ces démarches. C'est normal quand surtout dans ces prêts archéologiques, parfois les musées, ils se servent de ces sortes d'expositions à l'étranger pour réussir à restaurer certains objets. Oui. L'exposition est-elle divisée par thème? Comment est-ce qu'elle est faite? Bien, en fait, l'idée, c'était de fournir un aperçu de la vie à Pompéi. Et c'était seulement mon idée, parce qu'évidemment, Nathalie aussi avait son dire à ça, et tout reste. Et je pense bien qu'il a fait ça a posteriori. Mais moi, j'aurais jamais mis les volcans, parce que les Pompéiens n'étaient pas, ils ne savaient pas que c'était un volcan. Alors, la grande richesse de Pompéi, c'est la vie, les derniers esprits de vie qu'ils ont eus et qui étaient préservés pour 1600 ans. Donc, c'était vraiment une occasion unique de montrer comment ils vivaient, comment ils profitaient aussi de la vie, parce qu'ils avaient une joie de vivre qui est encore, je pense, ça nous accommune beaucoup en Italie. Et un peu pour le carpe diem, cette philosophie quand même du seize the day aujourd'hui, mais aussi le goût pour les beaux. Et je pense qu'on peut vraiment donner une belle main d'applaudissements à Laura Vigo pour toutes les informations qu'elle nous a données. Grazie. Prego.